Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK en partenariat avec la CASDEN Banque Populaire, la banque coopérative de la fonction publique. La CASDEN parraine un cycle de plusieurs webconférences, dont celle-ci consacrée aujourd'hui au thème RSE-RSO, quel rôle pour les acteurs publics. Notre volonté, grâce à nos deux intervenants, est à la fois de montrer qu'au-delà des responsabilités morales et juridiques, les acteurs publics et privés ont, sur un même territoire, une responsabilité conjointe face aux urgences sociales, économiques et environnementales. Mais aussi qu'en cette période de crise sanitaire, cet engagement des collectivités locales dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale s'impose plus que jamais comme une évidence. Et pourtant, certains s'étonnent qu'une collectivité locale se pose la question de sa responsabilité sociale qui leur semble implicite. Cette conférence est en partenariat avec l'ADT-INET, l'association des dirigeants territoriaux et anciens de l'INET, une association qui regroupe et anime un réseau de plus de 800 membres qui brillent par leur diversité en tant que métier et en tant que filière et qui milite pour un ressourcement de la formation et des compétences professionnelles des cadres territoriaux comme une condition nécessaire à une multiplication de ces démarches de transition. Je profite de l'occasion pour citer d'ailleurs l'existence d'un manifeste réalisé par l'association, un manifeste pour la transition, que vous pouvez retrouver sur le site de l'ADT-INET. Mais face à de tels enjeux, la seule volonté ne suffit pas. Il faut solidement étayer l'engagement collectif par des démarches et des méthodes croisant conduite de projets participatifs et culture de l'amélioration continue. ENIOR, pour la citer, expérimente entre autres cette démarche avec succès, comme de son côté Nantes Métropole, qui a mis en place une plateforme dont l'objectif est de renforcer le dialogue avec les réseaux économiques, d'aider à la mise en œuvre d'un développement économique responsable au sein des TPE-PME. Et pour en parler, deux intervenants que je m'empresse de vous présenter. Karine Gingros, qui est responsable stratégie RSE et emploi entreprise à la direction de l'emploi et d'innovation sociale à Nantes Métropole, dont la mission est entre autres de développer, de coordonner et de valoriser la dynamique territoriale en matière de RSE et de développement économique durable et responsable. Je précise, Karine, que vous avez été dans d'autres fonctions directrice d'un centre de développement économique représentant les chambres consulaires et des collectivités locales dans Lyon, 78 communes, et coordonnatrice également régionale apprentissage et emploi à la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat du Languedoc-Roussillon. Et je pense que c'est important que pour nos internautes de savoir que votre parcours est à la fois un parcours, je dirais, d'école de commerce et en même temps de formation continue à l'INET, même si dans votre cursus, il y a eu d'autres étapes. Bruno Pommier, vous êtes DGS de la ville de Niort et président de l'association que j'évoquais, l'association ADT-INET, dirigeants territoriaux et anciens d'INET. Vous avez été DGS de plusieurs collectivités, plusieurs communes. DGS de la ville du Crève-Lin-Bicêtre, DGS d'Athis-Mons et également directeur de la coordination et membre de la direction générale au Conseil général, puisqu'à l'époque c'était Conseil général de l'ESSEC. Et vous, de formation plutôt Sciences Po Paris et INET, vous êtes administrateur territorial. Et moi-même, je m'appelle Hugues Périnel et je suis journaliste, coach et médiateur et fondateur du réseau Service Public. Mais je vous propose que nous commencions par vous, Bruno Pommier, si vous le voulez bien. Peut-être d'abord quelques mots pour planter le décor d'une certaine manière sur les 17 objectifs de développement durable. Bruno Pommier. Merci Hugues. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est peut-être une entrée en matière en couleur, si vous me permettez, avec ces 17 objectifs de développement durable qui ont fait irruption, y compris dans le milieu des collectivités locales, mais pas seulement, puisque maintenant c'est la référence que le ministère de la Transition écologique et solidaire, qu'on n'appelle pas toujours comme ça, il y a des appellations qui changent et des ministres aussi qui évoluent, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne change pas depuis 2015, c'est ce référentiel qui est à la fois international, national, puisque la France l'a adopté et le soutient, et puis qui s'impose, ou qui en tout cas est la langue commune, à la fois du secteur public, du secteur privé, du secteur associatif, et voire même des citoyens, puisque vous voyez que son langage permet d'être compris dans le monde entier par tous. Alors, ce référentiel est particulièrement intéressant et il met l'accent
sur le niveau infragouvernemental. Et donc, il insiste dans l'ensemble de ces éléments sur le fait que les collectivités locales, donc aussi les françaises, doivent s'emparer de ces 17 objectifs, 269 cibles, nombreux indicateurs et possibilités d'investir l'ensemble des sujets qui sont évoqués sur cette kaléidoscope. Alors parlons de la manière dont les collectivités, elles, s'inscrivent dans ce décor et participent à l'économie et de la société française. Alors voilà, peut-être que comme tout acteur économique, nos collectivités locales ont un impact sur leur environnement immédiat. Donc elles dépensent, elles achètent, elles investissent, elles empruntent, elles peuvent avoir une influence sur l'écosystème plus ou moins vertueux qui les environne. On imagine très facilement la dimension impactante des achats dans tel ou tel domaine. Ensuite, elles ont un gros patrimoine à entretenir, un impact réel immédiat sur le foncier. Donc ça, c'est des choses relativement classiques. Il y a eu autrefois des agendas 21 qu'on disait internes, et puis d'autres qu'on évoquait comme externes, donc davantage tournés vers les politiques publiques. Alors, c'est le deuxième volet, c'est qu'en fait, ce n'est pas un acteur économique comme un autre. Une collectivité locale, elle a en plus des pouvoirs, des compétences, des facultés d'aménagement du territoire et donc son influence dans une acception de responsabilité sociale et environnementale est bien plus large et elle a vraiment un rôle irremplaçable. Alors, c'est à la fois sur du dur, hein, du réglementaire, et puis à la fois aussi sur une dimension de, presque j'ai envie de dire, de supplément d'âme et d'identité territoriale. C'est là aussi qu'on reconnaît aux maires en particulier, mais c'est aussi le cas des présidents de région ou de département, une influence sur l'ensemble du tissu. Voilà, donc soit on en tire le meilleur, enfin, en tout cas, mon invitation, c'est d'en tirer le meilleur et de donner cette chance de pouvoir utiliser l'ensemble de ces compétences au service de la transition. Il y a une question qui nous arrive, qui est liée peut-être à la thématique, à mon introduction et à vos propos à l'instant, que d'ailleurs je peux poser à vous deux. Hein. Est-ce que les collectivités sont responsables dans cette notion de responsabilité sociale parce qu'elles sont des entités qui sont inscrites dans la société, ou est-ce qu'elles sont responsables parce qu'elles sont tenues de rassembler les acteurs sur un même territoire? Pour moi, les deux parfaitement. Je viens de dire, on a une empreinte écologique. Hein, voilà, on produit aussi des gaz à effet de serre, par exemple, sur le volet climatique. On a des responsabilités sur l'évolution de la biodiversité compte tenu des espaces, par exemple, qu'on entretient, des espaces verts, par exemple, qu'on entretient, ou de responsabilité d'entretien des rivières, des forêts, etc. Donc, on est responsable déjà de par notre patrimoine. Et ensuite, moi, je crois, dur comme fer, qu'on attend maintenant des élus locaux. On a bien vu lors des dernières élections qu'ils jouent un rôle dans la mobilisation des acteurs. Donc, on est responsables sociétaux également. Karine Gingros, éventuellement, sans déflorer vos propos après, sur cette question à la fois d'être acteur de la société et en même temps pilote aussi sur un territoire. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, c'est un sujet en tant que tel qu'on a à l'époque, et pour beaucoup aussi de collectivités, fait débat. Mais aujourd'hui, on a des statistiques qui le prouvent. Je prends un exemple sur un schéma directeur énergie, les statistiques que produisent notre collectivité. Elles nous donnent les éléments sur le territoire, c'est-à-dire les acteurs économiques sont responsables à temps des émissions de CO2 et nous, la collectivité, on représente pour le coup 7%. Donc, on a 7% pour agir directement en tant que, voilà, on est propriétaire de bâtiments, on est aussi employeur, donc on a une responsabilité et des actions à mener sur ce terrain. Mais on ne peut pas le faire seul. Bruno Pommier, je propose que nous continuions. Merci. Alors, peut-être pour habiter cette notion de responsabilité, page suivante, on a plusieurs dimensions. Alors, ce que je vous propose, c'est que, avant de revenir, nous y sommes, des obligations légales. Je continue. Donc, pour habiter cette notion de responsabilité, on a bien sûr des outils réglementaires, notamment légaux et réglementaires. Donc, voilà, ça c'est vraiment la responsabilité des organes délibérants ou des autorités territoriales. À nous de nous en servir, non pas comme des contraintes, mais comme des opportunités.
ce que j'appelle des figures imposées. Voilà. Je prends un exemple qui sera très parlant. Si vous considérez une étude d'impact comme une contrainte de plus, un facteur de ralentissement d'une opération, vous privez d'une opportunité de prendre cette dimension réglementaire comme une chance. Je fais le parallèle avec les fouilles archéologiques. C'est quelque part une chasse au trésor, une fouille archéologique. Quand on va faire un aménagement, eh bien, il faut que les études d'impact en matière de biodiversité deviennent la même chose. On est maintenant confronté à une déperdition considérable de la biodiversité. Donc, à chaque fois qu'on analyse un territoire sur lequel on va procéder à un aménagement, il faut qu'on se dise je pars à la chasse au trésor et j'ai peut-être des choses à découvrir et à valoriser, à conserver et à transmettre aux générations qui nous suivront. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on pose une question à nos internautes, qui est une question très simple. Vous répondez par oui ou par non. Votre collectivité est-elle engagée explicitement ou implicitement dans une démarche de RSO? Nous avons mis ces deux mots parce qu'ils ont du sens. Vous répondez par oui ou par non et nous soumettrons, bien entendu, les résultats de ce sondage à nos deux intervenants. Alors, parlons un petit peu de la réalité de la collectivité dont vous êtes directeur général, de Niort en l'occurrence. Merci. Alors voilà, je vous ai trouvé trois illustrations concrètes et très différentes. Alors il y en a une qui est d'ordre de niveau national, c'est l'opération Mon Resto Responsable. C'est très lié aux initiatives de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et pour l'homme, qui maintenant fédère 10 000 restaurants, je crois, publics et privés. Vous savez, ces fameux restaurants d'entreprise, mais qui sont aussi des restaurants d'hôpitaux, de maisons de retraite, évidemment de collectivités locales, de départements, de collèges, de lycées, de régions et de communes pour les écoles primaires et maternelles. Et voilà, il y a toute une prise en considération de l'éco-responsabilité de cette fonction, qui est fantastique, avec des dimensions insoupçonnées, avec à la fois du nutritif, de l'agricole. Vous voyez l'importance sur les circuits courts qu'une opération comme celle-là peut avoir. Donc nous sommes intégrés. Et nous avons d'ailleurs eu le plaisir de recevoir Nicolas Hulot au siège de la Maïf, avec l'ensemble des acteurs de cette dimension. Deuxième exemple, c'est le World Cleanup Day, qui est donc une manifestation internationale dans laquelle nous nous sommes intégrés. Et là, on a le soutien de la Massif, qui est le sponsor de l'opération au niveau local, parce que voilà, ils considèrent qu'ils ont, ça fait partie de la RSE, et de nous apporter un soutien et de mobiliser nos capacités de mobilisation. Alors, c'est 400 personnes, citoyens et surtout des lycéens s'en étaient ravis, qui se sont mobilisés pour ramasser, je ne sais plus combien, plusieurs tonnes de déchets en une journée, dont 100 000 mégots. Et les lycéens et les mégots, vous voyez l'importance du sujet, avec un caractère extrêmement polluant. La pédagogie active. Tout à fait, oui. Vous savez que c'est extrêmement polluant un mégot, hein, sur plusieurs centaines de litres d'eau qui peuvent être pollués par un seul mégot. Donc voilà, c'est durable, ça ne dure pas qu'une journée du coup, puisque ça a des répercussions sur les pratiques sociales ensuite des lycéens. Et puis peut-être le plus important, donc là c'est l'initiative locale à laquelle Hugues Parinel a fait allusion tout à l'heure, c'est la co-construction avec 140 parties prenantes de notre feuille de route 2030, qui a été donc co-construite à partir du rêve d'une ville désirable. On a fait rêver les parties prenantes. C'est le début de la démarche. Enfin, c'est pas tout à fait le début, c'est la deuxième étape. La première étape, c'était une analyse fondamentale, en profondeur, de toutes nos pratiques professionnelles, et ensuite de l'association des parties prenantes, du rêve jusqu'à la prise en considération des défis, et puis de la mise en synergie, alors jusqu'à l'élaboration d'un programme d'action. Et on s'est beaucoup inspiré des objectifs de développement durable. Donc, on est la première ville de France à avoir, de notre taille en tout cas, à avoir entièrement accompli la construction partenariale conforme aux objectifs de développement durable et entièrement compatible avec la feuille de route française sur ce sujet. Voilà. Bien sûr, ça mériterait en soi beaucoup plus de temps que je n'en prends maintenant. Alors, parlons un peu de schéma et de méthode, parce qu'il y a quand même beaucoup d'expérimentation, je pense, ce qui n'est pas toujours simple. Parfois, se met dans le bûche. C'est
un terme que vous évoquez. J'animais il n'y a pas très longtemps une conférence au cours de laquelle une personne disait cette jolie phrase qui disait que le futur se construit grâce à l'imparfait. Mais et je pense que Elle est c'est superbe, elle est superbe. adapté à ce genre de circonstances, mais c'est vrai que toutes ces étapes, tout ce schéma et les méthodes sont importantes pour les personnes qui nous écoutent. Bruno Pommier. Alors peut-être moi je prône en fait le travail à froid et de souffler le chaud. Donc voilà, du travail à froid, c'est peut-être du recul sur les documents programmatiques, essayer d'avoir une vision, partager une vision du territoire, quoique là ça se réchauffe déjà. Une vision du territoire, ça me paraît essentiel. Évidemment, ça se travaille avec les élus, c'est pas inconcevable de le faire sans eux. À froid, chercher des ressources informationnelles, à chaud et froid, travailler sur la transformation interne, trouver des alliés. On ne peut pas être tout seul dans son coin à refaire son petit monde, alors qu'il y a tant de possibilités qui existent et notamment des acteurs des acteurs dont c'est le métier, qui peuvent nous apporter à nous, collectivités locales, une aide déterminante. Je pourrais en citer quelques-uns. L'ADEME, le Comité 21, bien d'autres encore. Et puis, ce que j'appelle cranter les progrès. Donc là, on est dans l'approche d'amélioration continue, avec des outils qui peuvent nous être particulièrement utiles parce qu'ils permettent de ne pas changer tout seul. Vous savez, quand le DGS ou l'élu veut changer tout seul, rien ne change. Il faut changer, c'est l'organisation qui doit changer, c'est la culture de l'organisation qui doit changer. Donc nous, on a utilisé le baromètre AFNOR de la performance publique en 2019 pour nous aider à organiser ce diagnostic de nos politiques publiques et de nos pratiques organisationnelles avant d'aller plus loin. Et j'envisage de passer, on aurait dû le faire cette année si le Covid nous avait laissé un peu plus de temps, à passer une certification AFNOR de la responsabilité des collectivités locales. Là encore, on s'est extrêmement étayé, ça crédibilise énormément les démarches, puisque vous connaissez le principe, c'est qu'on va chercher des preuves et une traçabilité de tout ce qu'on avance. Donc, c'est pas du velléitaire, c'est du prouvé. Voilà. Et puis, Précisément, Bruno, on a un certain nombre de questions que je vais essayer de regrouper dans une seule qui correspondent à vos propos. C'est comment faire justement pour que, au sein d'une structure, d'une collectivité ou d'un territoire, quelle que soit la place qu'on est dans l'organisation, soit intéressé, mobilisé, que ce ne soit pas l'apanage des seuls dirigeants de la collectivité ou mis simplement dans une mission à part. On va y venir. Il faut peut-être quand même qu'il y ait cette vision au départ et un portage. Vous savez, on nous parle beaucoup d'expérience. Je rencontre des collègues qui nous disent ah, il n'y a pas de portage politique ou ah, il n'y a pas de portage de la direction générale. Donc, cette question du portage me paraît quand même essentielle. Après, je pense que Karine nous en parlera à la métropole. Ouais, aussi. Après le système, le pouvoir local est un système poreux. Et avec les réseaux sociaux, les pratiques professionnelles, l'influence des uns et des autres, des élus, il y a aussi, on a toujours une petite part de capacité à agir. Et maintenant, à la DTI-Net, on en appelle à notre devoir d'agir. J'introduis trop ma conclusion là, mais donc quel que soit l'espace de responsabilité qui est le vôtre, vous pouvez vous en emparer pour faire quelque chose d'utile. Et peut-être c'est le mot, la dernière ligne de cette page là, chercher l'homme et la femme derrière l'acteur politique ou professionnel. C'est-à-dire que ne rien s'interdire. Vous voyez que dans cette page, je fais à la fois référence à du factuel, à du cerveau gauche. Hein, on est dans la rationalité, on est dans les sciences et techniques, on est dans des méthodes et des outils. Et puis on a clairement aussi la partie cerveau droit avec l'envie, l'émotion, le rêve, la bonne volonté, voilà, l'intuition et l'empathie aussi avec à la fois les acteurs, mais aussi, par exemple, les enfants, les générations qui nous suivent. Donc, pour ça que on est plus que jamais aujourd'hui dans une situation où on peut susciter des vocations de transitionneurs, quelle que soit la place qu'on occupe dans l'organisation.
qui veut dire qu'en fait, au-delà d'une éventuelle formation, ça signifie accompagner des personnes dans leur pratique professionnelle pour qu'ils se constituent un véritable socle de valeur. Tout à fait. Alors, la grande question, hein, c'est peut-être que je vais illustrer par mon dernier schéma, c'est qu'est-ce qui va faire système? Voilà. Alors, donc, je propose, j'ai un peu, c'est le fruit de mon expérience actuelle, je propose 5 clés de la réussite. Donc, j'ai déjà évoqué au centre. Alors, vous voyez, à chaque fois, il y a un petit rond avec une route d'Hemming, hein, puisque c'est le principe de toujours progresser chacun dans son domaine. Donc, je propose ces 5 clés de réussite. La première, donc, c'est la vision et la volonté au centre. Hein. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait que savoir, vouloir, pouvoir, c'est les trois mots qui menaient le monde. C'est quand même un point, mais chacun a son propre chemin personnel à faire. Je l'évoquais tout à l'heure sur sa propre responsabilité. Le deuxième, c'est d'aller puiser dans les ressources disponibles du développement durable. Il y a 1001 solutions à chercher. Si j'ai évoqué l'ADEME tout à l'heure, hein, c'est par exemple des expériences Citergie. Il y a l'Office français de la biodiversité, il y a beaucoup de ressources fantastiques, le comité 21. Donc, il faut absolument à la fois puiser les ressources et se mettre en réseau soi-même pour pouvoir prolonger et augmenter sa capacité d'influence. Et puis, il y a la troisième dimension, c'est de conduire la transition de la collectivité avec au moins 3 étages. Et là, ça ramène à la diversité des fonctions. C'est à la fois transformer les politiques publiques, hein, révision générale des politiques publiques, mais non pas comme on l'a vu il y a quelques années ou dizaines d'années maintenant avec l'obsession financière. Maintenant, ça doit être l'obsession transition. Réviser les politiques publiques, travailler sur la vie de l'organisation, notamment sur les questions d'agilité. Il faut qu'il y ait une organisation qui soit compatible avec l'objectif poursuivi, par exemple la participation. Ça ne tombe pas sous le sens. Une organisation fermée, elle ne va pas être encline à aller vers les autres et la participation. Et puis, évidemment, transformer chacune des pratiques professionnelles, que celle du jardinier comme celle du directeur des achats. Voilà, chacun doit faire l'effort d'aller en formation, de renouveler son référentiel, etc. Il y a précisément une question qui nous arrive sur ce point-là, qui est de se poser la question de savoir si la RSO n'est pas, d'une certaine manière, un véritable outil de management. Oui, oui, bien sûr, je suis absolument d'accord. Donc, par exemple, la certification RSO AFNOR, là, que j'évoquais, sera aussi un des piliers du futur projet de service public de la collectivité qui suivra et qui aurait dû être entamé déjà cette année, mais je l'ai déjà dit, on a été un petit peu embêté par une crise sanitaire, mais ça faisait partie du chantier 2020, ce sera le chantier 2021. Donc, deux dernières clés de réussite pour moi, c'est, alors Karine sera bien plus disserte et intelligente sur le sujet que moi, c'est miser sur les synergies avec le secteur privé et la RSE des entreprises en particulier, du monde du travail en général aussi, avec les acteurs syndicaux, puisque parfois ils sont un peu les oubliés de la dynamique territoriale. Et puis, le dernier, c'est l'empowerment, traduit en français tant bien que mal, en capacité la société, avec évidemment les associations, les citoyens, les jeunes. C'est quand même assez désolant de voir des jeunes gens, collégiens et lycéens, qui trépignent d'impatience de participer au combat pour la planète, et qu'on laisserait de côté parce qu'on ne serait pas capable d'aller entamer le dialogue avec eux. Donc ça, c'est un vrai défi. On va essayer de s'y atteler aussi. Voilà les... Il y a une question qui nous est arrivée, qui est une question un petit peu plus précise et technique, si je puis dire. Je ne sais pas si vous avez les éléments l'un comme l'autre pour y répondre. Est-ce que cela peut avoir un impact, par exemple, sur un aménagement de quartier? Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, absolument. Je vais prendre un exemple très frappant. Hein. On a quelque chose, enfin, vous ne découvrez pas que la question santé percute les préoccupations environnementales et réciproquement. Aujourd'hui, quand on parle santé aux habitants, c'est comme ça qu'ils perçoivent, qu'ils sont capables de s'adapter, ou en tout cas d'être réceptifs au message environnemental. Et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des évaluations d'impact en santé, EIS,
qui permettent de diagnostiquer les impacts que pourrait avoir un aménagement sur la santé des personnes habitant immédiatement. Et récemment, on vient d'en faire une à Niort, les habitants de Tours qui devaient être réhabilités, les pieds des tours devaient être réhabilités, ils avaient demandé que les parkings soient rapprochés des habitations pour qu'ils puissent surveiller leurs voitures depuis leurs fenêtres, pour éviter les cambriolages. Et les espaces verts éloignés. Et à la suite de l'évaluation d'impact en santé, en participation avec les habitants, ils ont dit mais non, finalement, il faut rapprocher les espaces verts et on va repousser les voitures, puisque c'est ça qui fait un environnement de qualité et sain auprès de nous, plutôt que d'avoir les voitures et les échappements, etc. Et l'imperméabilisation au pied des tours, ce qui fait de la chaleur inutile, etc. Voilà, j'en arrive à mes conclusions. Écoutez, je crois que ce qui est important par rapport à cette responsabilité sociale, c'est qu'on ne soit pas écrasé justement par ce mot de responsabilité. Il faut être acteur. Donc, être conscient que c'est difficile, voilà. Et puis, savoir à l'avance qu'on va rencontrer des doutes, des résistances, des freins au changement. Des sceptiques, moi j'aime bien les sceptiques parce qu'à chaque fois qu'on leur donne le micro, ils nous donnent un moyen de convaincre la majorité silencieuse. Ils sont extrêmement, comment dire, parlants, riches d'enseignements. Voilà. Donc, il faut pas se décourager à l'avance, mais il faut avoir conscience que l'affaire est grave. Et comme vous le savez, à chaque fois que les scientifiques du GIEC révisent leur rapport de l'année précédente, malheureusement, ils ne concluent pas que la situation s'est améliorée. Donc, voilà, il faut savoir que la tâche sera longue et difficile. Et puis, il faut aussi prendre le temps et consacrer une part de son temps collectif. Et là, il y a une responsabilité aussi des dirigeants, hein, des managers, du directeur général, des élus, de dire ce qui va bien et de montrer l'amélioration. Je vais prendre un exemple hein, très simple. À Niort, on s'inquiétait du fait que, vous voyez derrière moi, il y a une carte avec une rivière qui serpente. Et la Sèvre niortaise, on s'inquiétait de savoir si les loutres n'étaient pas empêchés, qui étaient connus en amont et en aval, n'étaient pas empêchés de passer à cause de la ville-centre. Eh bien non, maintenant il y a des loutres en centre-ville et qui arrivent à passer. Donc là, on a une petite, c'est un sourire qu'on a partagé avec toute la population, puisque la loutre arrive à passer. On lui a même fait des aménagements pour qu'elle puisse grimper le long des ouvrages hydrauliques pour qu'elle ne soit pas empêchée de passer par nos barrières physiques. Et puis, voilà, donc je pense qu'en toute épreuve, il y a une part de vertige, surtout par rapport à ces enjeux climatiques. Donc, il ne faut pas avoir peur du vide, il ne faut pas regarder en bas, il ne faut pas regarder le gouffre, il faut se mettre en marche, il faut avancer, assurer ses pas. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur tout ce qui est démarche d'amélioration continue. Il faut étayer les démarches pour ne pas tomber dans les travers du velléitaire ou de l'inefficace. Et donc, voilà. Et au-delà, une fois qu'on a accompli cet effort, je pense qu'on peut parler d'une nouvelle vocation, d'une nouvelle utilité sociale de l'administration, du service public, du DGS, du maire, bien sûr, et des autres élus. Et que ça, pour moi, augure du bon en ce qui concerne la fonction publique territoriale du XXIe siècle. Voilà. Alors, je voudrais, avant de passer la parole à Karine, lister une ou deux questions, particulièrement une. Alors, ce sont des questions qui sont très pratiques, c'est-à-dire que beaucoup de nos internautes se posent la question, effectivement, de la mise en pratique de la RSO et la RSE dans leur organisation. Celle-ci, je vous la formule, en parlant de l'ensemble des règles et paramètres que vous avez évoqués, Bruno, est-ce qu'elles peuvent trouver leur place au sein des marchés publics d'informatique, comme par exemple cette collectivité qui rédige dans le cadre de la modernisation de la communication au sein de sa direction, et comment les mettre en place? La question est technique, je pense que je ne pourrais pas y répondre dans le détail, mais oui, bien sûr, on peut. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité, d'abord dans les choix qu'on fait, il y a des choix qui sont, par exemple, générateurs
plus de matériel. Hein. Vous pouvez acheter des ordinateurs qui sont lourds et importants, ou acheter des systèmes client-serveur avec des petits boîtiers. Et donc, en termes de future production de D3E, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit, les proportions sont extrêmement différentes. Et c'est des matériels qui sont, par exemple, beaucoup moins consommateurs d'énergie que les anciennes machines grosses avec une alimentation électrique et un refroidissement. Donc voilà, ces petites machines ne consomment pas beaucoup d'énergie. Et il y a tous les systèmes ensuite d'extinction, de pilotage à distance, etc., qui évitent des déplacements, puisque les informaticiens peuvent tout faire depuis chez eux. Donc oui, bien sûr, dans un domaine comme ça, il y a des vraies révolutions en marche sur ces questions de marché public. Ouais. Et puis une dernière question qui porte plus sur la formation. Est-ce qu'il existe des formations qu'on peut trouver assez facilement sur ce genre sur la responsabilité sociale? Au-delà de l'esprit et de la notion de valeur que vous évoquiez tout à l'heure, c'est la connaissance peut-être des techniques, des méthodes, des cadres. Et je crois qu'il y a aujourd'hui une offre, elle n'est pas suffisamment développée de mon point de vue, et à la DTI-Net, nous sommes en train de travailler en partenariat avec le CNFPT pour augmenter considérablement à la fois l'offre quantitative et qualitative du service public de la formation professionnelle des territoriaux qu'est le CNFPT. Mais il y a aussi une offre privée ou associative aujourd'hui sur le sujet. Certainement, je l'évoquais tout à l'heure sur la révolution des pratiques professionnelles, et y compris dans le référentiel professionnel, les compétences professionnelles du DGS et des cadres supérieurs. Il y a beaucoup de choses à revoir pour qu'on soit complètement à la hauteur des enjeux de demain. Merci Bruno Pommier. Alors, Karine Gingros, Bruno vous a mis la pression tout à l'heure en disant que vous seriez les dissertes, etc. L'objectif de la plateforme dont vous allez nous parler, qui est de renforcer le dialogue avec les réseaux économiques, d'aider à la mise en œuvre, de développement économique responsable, comme je citais dans mon introduction, une plateforme qui est partagée par 6 collèges d'acteurs dont vous nous parlerez. Et tout d'abord, peut-être parler de l'historique de cette plateforme. Alors, effectivement, je vais rebondir parce que je ne peux pas m'empêcher de le faire. Je trouve que ça fait une bonne passerelle avec ce que vient de dire Bruno. C'est que ces questions que se posent les collègues là actuellement, on se les est posées donc il y a quelques années, on continue à se les poser, notamment nous vis-à-vis des acteurs extérieurs, donc les entreprises. Et nous, sur le site actuellement de la plateforme RSE, vous pouvez trouver un module qu'on vient de créer qui s'appelle Numérique Responsable et qui permet à une TPE-PME aujourd'hui d'être guidée pour progresser sur ces questions à la fois d'achat, mais aussi parce que le numérique responsable, derrière, il y a toute la notion d'éthique, de sobriété numérique, etc., etc. Donc, c'est des solutions qu'on propose aux TPE-PME. Et la deuxième question qui était posée sur les formations, de la même manière, on le fait, on met à disposition de façon plutôt territoriale, parce que moi, je suis convaincue aussi, et je suis pas la seule, que la responsabilité sociétale des entreprises, elle s'organise évidemment autour d'un écosystème, et donc on y retrouvera les formations pour que les dirigeants et les salariés puissent progresser sur ces questions-là. Voilà, c'était intéressant de faire ce parallèle entre RSO et RSE. Alors, l'histoire de la plateforme, ça me paraissait important de montrer la progression entre 2010 et 2020, parce que lorsqu'on démarre en 2010, on a peut-être justement moins de pression, parce que ces enjeux-là, on a des signaux, on en parle beaucoup, le GIEC et autres instances alertent, mais on est encore il y a 10 ans en arrière. Et donc, pour autant, nous installons un dialogue entre les acteurs privés et publics. Moi, très concrètement, je rentre dans la collectivité et c'est le job qu'on me demande également. Jean-Marc Ayrault, à l'époque, demande que dans cette direction où je suis, entre autres, il y a un langage qui s'opère de plus près avec les acteurs économiques et notamment aussi les syndicats salariés.
Et ça, c'est important. Cet espace de dialogue s'installe. En parallèle, moi, je découvre cette notion de RSE et qui, on parlait de sens tout à l'heure, hein, ou en tout cas, Bruno, on entendait bien dans ses propos. Moi, ça a été très révélateur par rapport à ce que je pouvais porter dans mes anciennes fonctions qui étaient vraiment liées au développement économique. Mais là, j'y ai compris en fait un développement économique déjà responsable. Enfin, voilà, j'ai vraiment compris les choses et ce qui nous a permis de dialoguer et moi de me ressourcer, c'est vraiment le mot, de prendre le sens de ce que pouvait être demain un développement économique et d'écouter ces entreprises qui, sur notre territoire, étaient très en avance. En avance en termes de certification, on commence à parler de labels. On avait aussi, à l'époque, tu parlais tout à l'heure d'AFAC, 26 millions, on avait une commune qui s'appelle Rosé, qui était la première commune à avoir mis en place cette méthode d'évaluation, donc c'était assez précurseur. On avait une autre commune comme Saint-Herblain, enfin, quelques communes qui étaient très précurseurs, et puis surtout la collectivité qui se lance dans les achats publics et dans la critérisation de la RSE dans les achats publics. En 2 mots, on commence et notamment on avait un directeur de la commande publique précurseur et qui souhaite introduire tous ces enjeux dans les achats publics. Et fatalement, moi qui étais du côté du développement économique, on se disait mais c'est pas possible, on peut pas d'un côté, enfin on peut pas, il faut inciter à travers le formidable levier de la commande publique, hein, mais pour autant, il faut accompagner les TPE-PME sur ces questions-là. Donc, collectivement, on parle à ce moment-là d'un pôle ressources. Qu'est-ce que pourrait être un pôle ressources pour les TPE-PME? Et on demande à la collectivité, j'insiste, on demande à la collectivité, c'est pas la collectivité qui s'impose à ce moment-là, d'être catalyseur et d'être un peu finalement de coordonner cette idée de pôle ressources. Et de pôle ressources, évidemment, on avance dans le temps, en 2013, on installe une gouvernance, ce qui était informel, et là je pense que c'est important aussi, on n'en parle jamais assez, mais le côté informel, on dialogue, on n'avait pas une instance installée. Et aujourd'hui, je peux le dire, la plateforme RSE n'a pas d'existence juridique. Je ne sais pas si elle doit en avoir une. En tout cas, cette instance s'installe et également ce qui va être la première brique de cette plateforme, un portail ressources RSE sur évidemment toutes les questions de comprendre la RSE. On commence à parler déjà de bonnes pratiques RSE et on a de quoi faire sur le territoire. On commence à lancer des premiers groupes de travail thématiques. Je vais revenir dessus, donc je n'en donne pas plus à ce moment-là. Mais cette période-là, elle est aussi d'ailleurs pour l'anecdote, en 2013, la semaine où nous on lance le site RSE, la plateforme nationale est mise en place par le France Stratégie pour voilà commencer également à travailler sur ces questions au niveau national. Donc on a dès 2013 connecté avec l'instance nationale, ce qui est important aussi de faire les ponts entre ce qui se passe au national et au territoire. Le nouveau mandat qui s'est ouvert entre 2014 et 2020, à l'époque, on en a parlé tout à l'heure et vous l'avez dit aussi, il y a à ce moment-là un élu qui est en charge et de la commande publique responsable et de la RSE. Et ça, c'est un élément fort. Pour le nommer, c'est André Sobza qui, je ne l'ai pas dit, mais entre 2010 et 2013, était également au sein de la chaire RSE d'Audencia-Nantes qui a copiloté avec nous la mise en place de tout ce pôle ressources RSE. Donc, on a beaucoup d'expertise et on a un élu très engagé sur ces questions-là et depuis très longtemps. Donc, légitimement, la présidente maire le nomme sur ces questions-là. On a construit, on va revenir dessus dans la slide d'après, une feuille de route RSE et là on a le mot-clé, c'est territorial finalement, c'est une démarche qui ne peut pas se faire seule. Je vais finir on avance. Donc cette feuille de route territoriale partagée. Revenons sur la plateforme. Voilà. Donc cette feuille de route, pendant 6 ans, on va avoir un leitmotiv qui est des actions concrètes, parce qu'on ne fait pas venir des réseaux économiques, des syndicats patronaux, des associations, enfin des têtes de réseau, 22 fois en comité d'orientation s'il n'y a rien qui se passe. Je crois qu'au bout d'un moment, les gens ne se déplacent plus. Et là, on a une vraie continuité dans le temps de travaux parce que je pense que les acteurs s'y retrouvent de manière très concrète. Et on va voir qu'on a cette singularité et en fait tous les uns les autres d'apporter au projet commun qui est finalement de passer ces fameuses transitions. En interne, à ce moment-là, moi j'organise, pas de façon si formelle que ça,
il y a des instances très formelles dans la collectivité, ce qu'on appelle des GVT, des instances politiques, techniques, et puis on a ce fameux COPIL, on nomme RSE, RSU et RSI et SPA. Non, c'est pas SPA, non, malheureusement, ce n'est pas un SPA, c'était un SPAR. C'est le schéma de promotion des achats responsables, mais où là, on est véritablement sur des échanges transversaux entre les élus, sur les questions de transition énergétique, mais aussi d'égalité hommes-femmes, mais aussi d'emploi. Et en fait, on voit que c'est très fructueux, que c'est très intéressant, ces partages de travaux, et on va voir comment. Et enfin, et ça c'est la bonne nouvelle, et moi elle est tombée notamment hier, je suis vraiment ravie, c'est que aujourd'hui il y a deux choses qui se passent. C'est que au sein de la plateforme, on a souhaité engager nous-mêmes, suite à ce qui s'est passé notamment pendant cette période de Covid, eh bien de travailler notre raison d'être. Hein. Après tout, nous aussi, la plateforme RSE, on est en devoir de se mettre en question aujourd'hui, et encore plus par rapport aux enjeux qui s'imposent à nous. Et puis également, c'est ce que je voulais souligner. Hier, on a eu un séminaire, notamment nous, à la direction de développement économique, et on a affirmé, il est affirmé par la direction générale et notamment par les élus qui étaient avec nous hier, que nous affirmerons un développement économique responsable, donc différenciant mais responsable. Voilà. Donc, alors, on va passer à la feuille de route. Une question que nous posons à nos internautes. Alors, je précise que pour la première question que nous avons posée, on a eu un petit problème technique, donc malheureusement, nous n'aurons pas les résultats du sondage. Deuxième question qui vous est posée, une démarche de RSE doit-elle s'appliquer selon vous plutôt au niveau de la collectivité ou du territoire? Nous vous laissons répondre et nous analyserons les résultats du sondage. Et nous pouvons passer à la feuille de route territoriale partagée que vous évoquiez dans vos propos. Karen. Alors, cette première présentation, on est en 2014, la barre est haute quand même, hein, parce que on s'impose, en tout cas, mais collectivement et de façon partagée. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la responsabilité. Elle ne peut pas être seulement la collectivité face à tous ces défis qui s'imposent, l'urgence des enjeux, tout ce qui est les moyens financiers et humains, ils sont limités partout, donc ça s'imposait de toute façon de travailler collectivement ces enjeux. Mais on a des acteurs qui ont de l'appétence sur cette question-là, et on propose cette feuille de route sur 5 piliers, et on va rapidement aller après sur la deuxième slide, mais ce qui est important de retenir ici, c'est qu'on est encore à ce moment-là dans la mobilisation, dans l'accompagnement qui va être important et qui va se développer encore plus, mais pas simplement avec les dirigeants, mais aussi avec les salariés, parce que on est convaincu que les salariés ont leur part à jouer, leur fameuse part à jouer dans la mobilisation dans les entreprises. Les échanges au niveau européen, vous allez voir qu'on a progressé sur ces questions-là. Et puis, je ne vais pas trop aller sur la partie, alors RSO, chez nous, elle s'appelle RSI. Voilà, il y a un historique sur ça, c'est la responsabilité sociétale interne de la collectivité, mais c'est pas le sujet sur lequel je vais m'attarder. Pour autant, aujourd'hui, on a des labels diversité, égalité, on a un SPAR, voilà, on a pas mal de choses. Et la part de la RSE et de la plateforme RSE, c'est de montrer quand il y a eu des audits de fait, et bien que nous mobilisons nos propres acteurs sur le territoire, les acteurs économiques, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et que nous impulsons aussi un nouveau modèle pour les entreprises. Donc, ça fait partie de notre responsabilité sociétale interne. Et puis, ne jamais l'oublier que ce que l'on peut produire et proposer, imposer, entre guillemets, c'est pas le mot, mais inciter aux entreprises sur le territoire, il faut bien s'appliquer à nous-mêmes. Donc là, vous avez ce qu'on a travaillé sur les 6-7 ans passés. Je ne vais pas non plus revenir sur tout le détail, mais ce qui est intéressant de voir, c'est le mécanisme. Par exemple, je vais revenir sur le site. Bon, ben, le site, c'est la fer de lance parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie animation des acteurs qui reconnaissent de la compétence et de l'expertise dans ce site. Et on va à la fois alimenter des jeunes entreprises, pardon, pas des jeunes, des entreprises qui vont faire leur premier pas, donc qui ont une maturité en RSE nouvelle, mais également, on va travailler avec ceux qui sont à l'avant du train, donc les entreprises qui sont inspirantes. Donc, il y aura à la fois des bonnes pratiques, ce qu'on appelle des minutes RSE, sur les 5 champs de la RSE. Ce site est accessible pour tout le monde? Alors ça, c'est important, vous avez raison de le préciser, tout est en open source. Et c'est bien pour ça aussi que la collectivité, elle joue un rôle.
C'est que si elle est derrière, elle organise et elle finance en partie des ressources telles que la mienne et d'autres, eh bien, c'est pour permettre à toutes ces entreprises, les têtes de réseau aussi, ce que nous on appelle les ambassadeurs, de progresser sur ces questions-là. Vous avez l'exemple de Nego Training. Je prends 2 minutes dessus parce que c'est un très bon exemple. Nego Training, c'est un constat à un moment donné sur notre territoire, qu'il y a un écart de salaire entre les hommes et les femmes qui est conséquent. Il est de 26%, alors qu'au national, on est à 23%. Et bien là, mise en place d'un groupe de travail, une réflexion. Alors, c'est pas 50 réunions, la réunion de aiguë, on la fait pas. C'est 3 réunions maximum avec un livrable au bout. Eh bien, cette interconnaissance entre les membres de la plateforme ont permis de créer aujourd'hui un dispositif qui s'appelle Nego Training. D'ailleurs, je fais vraiment de la communication dessus parce que aujourd'hui, il est reconnu, il a eu vraiment une belle reconnaissance presse, mais pas que, mais aussi dans d'autres territoires. En fait, on permet à des femmes aujourd'hui d'être formées bénévolement pendant 3 heures. Et aujourd'hui, on a un an d'exercice, on a eu plus de 2400 femmes formées, mais surtout 75% des femmes qui ont réussi à négocier leur salaire. Et il y a plusieurs choses derrière. Il y a le mécénat, c'est-à-dire il y a des femmes qui sont formées et ensuite elles donnent de leur propre temps au sein de leur entreprise pour pouvoir former et sensibiliser également des femmes à la négociation salariale. Donc, vous voyez toute cette dynamique territoriale qui évidemment s'est organisée avec des acteurs clés du territoire, les réseaux économiques, les experts sur les sujets, les syndicats patronaux également. Et là, je vous invite vraiment à aller regarder de près cette opération qui ne demande qu'à être essaimée. Mais on a aussi travaillé. Il nous reste une dizaine de minutes et dans quelques secondes pour les questions aussi après. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, simplement, là, vous voyez concrètement les choses qui se passent derrière cette plateforme. Et on va passer à la fameuse gouvernance parce que j'en ai peu parlé, mais derrière toute organisation, il y a évidemment un mécanisme. Et celui-là, il est assez, démocratique, je le trouve, et très pour moi, c'est l'essence même, quoi. C'est là, c'est le cœur du réacteur, il est là. C'est que cette plateforme, elle est travaillée avec tous ces acteurs. Je ne veux pas les reciter, mais ils travaillent en confiance, en complémentarité, en expertise. Et nous, la collectivité, on a, pour le coup, modestement, je tendance à dire, une voix. Et on est là pour apporter à notre niveau également nos compétences. Tout à l'heure, on parlait du PCAET, du plan climat, du schéma directeur énergie, du plan alimentaire territorial. Tout ça, ça cause, excusez-moi l'expression, mais c'est pas toujours évident pour une entreprise. Et c'est là où nous, on a un rôle de vulgarisation d'une première chose, donc rendre les choses accessibles, mais aussi permettre aux acteurs du territoire de s'en saisir et de se dire la barre est haute, mais quand même, si on le fait collectivement, on va y arriver. Et c'est ça, en fait, que cette plateforme, essaye en tout cas d'organiser sur son territoire. Donc, si on passe à la slide d'après, on parle la plateforme, c'est une gouvernance territoriale, mais c'est aussi un langage partagé. Et ça, Bruno l'a dit aussi, nous, à l'époque, je crois que s'il y avait à retenir quelque chose, c'est cette slide, en tout cas, au-delà de la gouvernance, bien sûr, c'est ce langage partagé qu'on essaye d'instaurer et d'inscrire en fait la RSE dans chacune des politiques publiques. Et pour que les entreprises s'alimentent elles-mêmes dans leur propre démarche RSE, tout comme une collectivité va le faire dans sa propre RSE. Et derrière ces mots clés qui sont finalement du quotidien pour les chefs d'entreprise, eh bien nous on va y retrouver du côté par exemple du côté social, on va retrouver pour nous dans nos politiques publiques offrir des emplois de qualité, assurer l'égalité des chances. Dans l'environnement, on va retrouver tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est favoriser les transports communs. Tout ça, c'est des mots qui évidemment nous parlent du côté des politiques publiques. Également la relocalisation, les circuits courts, la solidarité. Tout ça forme aujourd'hui sur le territoire un langage commun qui nous permet progressivement d'avancer et en pointant du doigt les moments où les actions, je ne vais pas y arriver, qu'on doit avoir. Je prends l'exemple, il y a encore quelques mois, on parlait beaucoup nous des seniors dans l'emploi, il y avait une réelle besoin en tout cas d'accompagner les seniors. Aujourd'hui, on sait que c'est les jeunes également. Donc, il y a un plan qui s'organise notamment autour de ce qu'on appelle l'entreprise accueillante pour dire aux entreprises, attention,
ne lâchez pas les stages, tout bêtement, hein, les stages des jeunes actuellement en alternance, parce que c'est les compétences de demain. Et donc, il faut collectivement, en tenant compte bien sûr de ce qui s'est passé pendant le Covid, on est conscient de ça aussi. Hein, on ne va pas mettre un couteau sous la gorge, voilà. Est-ce Donc, que par exemple, il y a oui. eu des points en commun pendant la période du confinement de méthodes par rapport au télétravail, par exemple, entre les entreprises? Oui, oui, en fait, ça a été un vrai révélateur pour la RSE, là, et notamment, ça a conforté hein, beaucoup d'entreprises et beaucoup d'acteurs sur le territoire de bonnes pratiques qui se sont opérées, hein, que ce soit des solidarités territoriales, que ce soit aussi des prêts de main-d'œuvre. Il y a vraiment eu une interactivité, et d'ailleurs, ça sera un des gros sujets de notre événement à la fin de l'année, de parler de cette période comment dirais-je, aujourd'hui du retour de la RSE comme une véritable clé de performance, quoi. Si on continue, parce que je vois le temps qui passe, je voulais voilà, vous montrer aujourd'hui tel que l'on propose aujourd'hui le schéma d'opportunité, en fait, hein, de vraiment faire converger les intérêts des entreprises avec ceux de la collectivité et des citoyens. Donc là, dans ce schéma, finalement, ça résume bien l'idée aujourd'hui, dans ce nouveau mandat, d'un développement économique responsable, où la matrice, en fait, et la RSE, en fait, est la matrice qui va permettre aux entreprises de parler ce langage à la fois côté métropole et à la fois côté entreprise. Donc, on a des enjeux forts. Aujourd'hui, les écritures des feuilles de route politiques sont en cours et évidemment suivront les feuilles de route et les plans d'action. Mais on sait d'ores et déjà qu'on intégrera systématiquement les enjeux socio-environnementaux dans toutes les politiques publiques, notamment de développement économique. Et pour moi, c'est vraiment vraiment très très important pour l'interne et pour pousser encore plus finalement ces enjeux-là qu'on a fait pendant ces 10 années. Mais aujourd'hui, on sent qu'on passe un cap très, 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 très important. Si je termine, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, la raison d'être de la plateforme, eh bien, aujourd'hui, elle est en challenge. Parce que post-Covid, aujourd'hui, l'accélération, on a beaucoup d'attentes auprès de cette plateforme, ce qui est excitant, c'est le mot, et en même temps peut être aussi inquiétant. Et on a besoin aujourd'hui de travailler collectivement. Hein, quand je dis on, c'est toujours, hein, vous avez bien compris, avec l'ensemble des acteurs, de positionner cette plateforme sur son territoire. Et on a déjà proposé 3 piliers forts. Finalement, on reste quand même sur des choses comme dans l'ancienne feuille de route, hein, puisque pour moi, la pédagogie, c'est vraiment l'art de la répétition. Hein, donc, on va continuer à essaimer, on va continuer. Alors, quand je parle d'essaimer, c'est-à-dire, on sait aujourd'hui, on l'a vu dans la loi Pacte, mais également dans le plan de relance, que l'entreprise aujourd'hui, elle est mise en œuvre, on lui demande hein, d'être mise en œuvre dans les transitions qui s'imposent à tous. Donc, on va continuer à accompagner ces entreprises, et notamment les TPE-PME, celles qui ont besoin et qui représentent quand même 90% de notre tissu économique. Mais on le fait avec les grandes entreprises. On le fait avec les grandes entreprises. Elles sont partie prenante dans notre gouvernance et elles l'ont fait pendant le Covid. Hein. Vous avez eu ces solidarités qui se sont opérées entre les petites et les grandes et elles vont continuer à le faire à nos côtés. Elles sont ambassadrices de cette plateforme. On va continuer dans l'essaimage à structurer, à animer un réseau de ce que nous on appelle des prescripteurs et des ambassadeurs. Alors ça passe par le travail avec les chambres consulaires. Moi j'affectionne parce que je suis une ancienne consulaire et je suis convaincue que cette animation elle doit être territorialisée. Donc on va continuer en fait à la fois à travailler ce que nous on appelle l'offre de services public-privé. Donc on doit être capable, nous la collectivité, d'avoir des réponses en direct aux entreprises. C'est le cas sur la mobilité. On accompagne les plans de déplacement entreprises. Pour autant, une part de l'offre de service, elle n'est pas détenue dans la collectivité, elle est dans l'offre privée. Nous, on la met en exergue. On va poursuivre un nouveau champ qui s'impose vraiment de plus en plus, c'est incuber dès la création d'entreprises, en fait, un modèle de développement durable. Et on va continuer à sensibiliser les entreprises et on va le faire avec finalement les acteurs clés du territoire. C'est-à-dire qu'il y a déjà des clusters, plein d'acteurs qui incubent. Donc, on ne va pas faire à la place, mais plutôt accompagner, donner l'expertise et donner les moyens à ces acteurs de soutenir ces projets à impact positif, par exemple. Et enfin, l'évaluation, parce que aujourd'hui, on a construit
On a organisé, mais on commence à évaluer. Je parlais de négo training, on a de l'impact sur ce dispositif, mais il nous faut observer et surtout regarder les résultats d'impact parce que ma collectivité me le demande aussi, et c'est normal. Hein, on est dans des politiques publiques et donc des choix financiers qui sont faits. Et on souhaite et on s'engage, et là je voulais le dire quand même, pour le coup parce qu'on est aussi dans l'innovation, qu'on a envie de continuer, comme on est dans un programme européen qui s'appelle Urbact City for CSR, qui sont la ville et la RSE, on a été retenu avec une dizaine de villes, et aujourd'hui il se trouve que on a travaillé avec Milan, on travaille avec la Bulgarie, etc. On va porter localement un projet qui s'appellera un projet d'observatoire RSE ODD. Et ça boucle avec ce que disait Bruno au début, c'est-à-dire que moi je suis convaincue aussi que c'est le langage universel. Et donc nous on souhaite vraiment montrer que finalement aussi tout ce que les entreprises et les acteurs, hein, nous y compris, hein, faisons au niveau local, eh bien un impact sur les objectifs de développement durable. Mais on n'a pas d'outils. Donc en fait, Il va falloir qu'on prenne le temps de répondre à quelques questions. D'accord. Je vous laisse. J'en suis désolé. Je cite le Social Change RSE, mon entreprise s'engage, noté dans les agendas, qui apparaît. Vous pouvez nous rappeler la date, juste? Alors, c'est le jeudi 10 décembre à la Cité des Congrès. Et là, vous verrez voilà, de quoi répondre à beaucoup de questions, et notamment des conférences et surtout des solutions. Donc, c'est un village avec des solutions pour agir très concrètement. Très concrètement. Alors, puisqu'on est dans le concret, on va revenir sur quelques questions. Il y a beaucoup de questions, il y en a qui ressemblent à une première que je vous ai posée, où on voit qu'on se pose beaucoup la question de la responsabilité sociale au niveau des quartiers. Alors, j'en reviens là-dessus, vous avez déjà répondu tout à l'heure, mais là, c'est encore une autre question. Est-ce qu'on peut le faire du côté des habitants pour un quartier en rénovation? Et je groupe ça avec une autre question, c'est comment travailler ces sujets avec les habitants, en dehors on a évoqué les entreprises, mais avec les habitants, si vous pouvez, quelques éléments de réponse par rapport à ça. Je veux bien commencer. On a le plus brièvement possible, je suis désolé. Oui, on a deux types d'interventions sur les quartiers. Une intervention massive, c'est le cas dans des quartiers, soit des quartiers, des nouveaux quartiers, des quartiers en construction, de l'urbanisation, auquel cas, là, par exemple, à Niort, on est en train de travailler sur un cahier des charges de lotissement, enfin de nouvelle urbanisation extrêmement précis en matière de transition, en fait. Hein. Sur l'eau, la végétalisation, etc., etc. Donc, on va se l'imposer à nous-mêmes et l'imposer à tous les opérateurs d'aménagement. Il y a aussi les rénovations urbaines des quartiers politiques de la ville, les quartiers prioritaires, dans lesquels le cas que j'évoquais tout à l'heure s'applique. Hein. Maintenant, ça doit devenir un réflexe partagé autant par les différents partenaires, les services de l'État et nous-mêmes, d'intégrer ces logiques-là dans le programme de rénovation urbaine. Et puis, il y a peut-être aussi, alors là, c'est une révolution douce à mettre en place, qui est la vie des quartiers, des conseils de quartier, des instances de quartier. À Nantes, ils sont très développés aussi sur le sujet, mais nous aussi, depuis une quinzaine d'années à peu près à Niort. Et donc là, aujourd'hui, le maire, par exemple, a invité les conseillers de quartier à intégrer le développement durable dans leurs préoccupations, un peu plus que les préoccupations habituelles, plus fréquentes de qualité du cadre de vie, de sécurité routière ou de sécurité tout court, et d'aménagement. Voilà. Donc, il les a invités à s'emparer des enjeux de développement durable au niveau des quartiers, donc le service municipal qui anime. Parfait. Et je continue les questions le plus brièvement possible parce que le temps passe terriblement vite. Juste, je le cite pour l'anecdote, il y a un certain nombre de remarques de petites communes qui nous disent que quand on est dans une petite commune et que ça ne fait pas partie des priorités du maire, ces sujets ne sont pas prioritaires pour le maire, et ça peut se comprendre également dans certains cas, que ce n'est pas la priorité du mandat. C'est bien compliqué de porter ce genre d'idées et comment faire. Je ne sais pas s'il y a des éléments de réponse par rapport à ça. Il y en a. Il y a des toutes petites communes ou des communes de taille modeste qui font des choses extraordinaires. Donc, j'invite la personne qui m'entend, qui a posé cette question, s'adresse à moi ou regarde au comité 21, par exemple.
il y a des collègues qui font des choses extraordinaires avec des élus. Et parfois, il faut utiliser un peu de ruse, entre guillemets, c'est-à-dire s'adapter aussi aux attentes locales pour voir comment on peut rebondir sur ces questions. Oui, le comité 21, je rejoins le comité 21, a vraiment une offre très intéressante et très opérationnelle. Très bien, peut-être que vous serez contacté directement par cette personne. Et puis deux dernières questions. La première, c'est, vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure, comment imaginez-vous votre engagement dans les achats responsables dans vos structures? Mais vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure quand on parlait d'informatique, sauf si vous voulez ajouter un point. Et puis une question qui est plus destinée à Karine sur quel lien le comité de pilotage a-t-il avec les commissions sectorielles? Sur l'achat durable, sachez qu'aujourd'hui, les collègues acheteurs ont un réseau national. Il y a des associations d'acheteurs territoriaux. Il y a aussi un réseau dans le Grand Ouest, par exemple, qui depuis des années et des années travaille sur ces questions. Donc, voilà, le renouvellement de la pratique professionnelle des acheteurs fait des pas de géant. J'en profite pour les féliciter et les remercier de ce qu'ils font. Karine, sur le lien entre le comité de pilotage et les commissions sectorielles? Quand on parle des commissions sectorielles, j'ai juste besoin de savoir, est-ce qu'on parle des fédérations, des acteurs qui œuvrent sur ces questions-là? Alors moi, je vais répondre, parce qu'effectivement, la question, si elle est dans ce sens-là, je peux y répondre. Les fédérations, je pense que c'est ça, les fédérations, je pense à la fédération de la propreté, la fédération des travaux publics, donc toutes ces fédérations, ce milieu sectoriel est aussi engagé sur ces questions-là. Donc nous, on croise de plus en plus les questions de développement de RSE. Les commissions, je ne sais pas. Là, je ne peux pas vous répondre. Je suis désolée. Mais ça n'est pas grave. Il y a des questions, il y a des réponses. Alors, bon, il va falloir qu'on termine, malheureusement. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, il y avait un certain nombre de remarques là-dessus qui n'étaient pas véritablement des questions, c'est de montrer à quel point, d'une certaine manière, la crise sanitaire a été un accélérateur de prise de conscience de la responsabilité sociale, parce que quand Karine évoquait tout à l'heure les solidarités qui se sont créées, que ce soit entre citoyens, mais entre entreprises privées, publiques, monde associatif, etc., qui ont apporté des réponses pratiques et efficientes, c'est bien la preuve que c'est une bonne manière de prendre le problème. Donc, à ce titre-là, je voulais vous remercier tous les deux pour vos interventions, à la fois permis de regarder les choses de manière globale et les choses de manière pratique. Je voudrais signaler un certain nombre de webconférences qui vont avoir lieu dans les jours et les semaines qui viennent, qui s'affichent d'ailleurs sur l'écran. Vous pouvez vous y inscrire simplement en cochant celles qui vous intéressent. Je les recite sur la transparence de la vie publique, sur l'achat public et l'économie circulaire, sur changer de poste dans la fonction publique et l'action sociale, à des dates qui s'affichent sur votre écran. Donc, n'hésitez pas à répondre et vous serez inscrit d'office et vous recevrez un mail qui indiquera que vous êtes bien inscrit à cette webconférence. Encore une fois, merci à tous les deux. Merci également à la CASDEN qui nous permet de faire ce genre de webconférence et à laquelle elle participe largement, CASDEN Banque Populaire. Et pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert qui vous permet de poser directement des questions d'ordre réglementaire par téléphone. Donc, n'hésitez pas à le faire. Des propositions vous ont été faites par les deux intervenants de les questionner directement. N'hésitez pas à le faire aussi. Merci également à la DTINet et merci encore une fois à vous deux. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.